16 h à Kinshasa, bienvenue sur Télé 50, c'est l'heure du débat. Ici, comme d'habitude, vous le savez, tous les vendredis, l'on commente absolument toute l'actualité de la semaine. Nous sommes vendredi et il y a eu beaucoup à dire sur cette semaine. En tout cas, personne ne dira le contraire, notamment avec cette nouvelle des FRDC qui ont signalé une nouvelle position du Rwanda en tenue déguisée. L'on parle d'à peu près 500 hommes, les longs des frontières avec la RDC, un élément très alarmant. Nous allons en débattre dans cette émission, ça fait débat. Le deuxième sujet, c'est la visite du roi, bien évidemment. Le roi Philippe a foulé ses pieds pour la première fois au Congo. Il a beaucoup visité, en tout cas, des grandes places. Il est d'ailleurs encore en séjour. Il ne repartira que lundi. Là, il va atterrir à Lubumbashi dans quelques minutes. Mais ici, on va parler de ce discours qu'il a tenu au parvis du Palais du Peuple. On va analyser un peu le contour de toute cette situation. Et c'est avec des analystes, justement. J'ai à ma gauche M. Henri Kalimassi, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour, M. Christopher. Juste à côté de lui, à sa gauche également, c'est M. Timothée Soucha, qui est expert en règlement de conflit, c'est bien ça, bonjour. Merci, bonjour. En face de lui, nous avons M. Évariste Kalala, il est secrétaire national de l'UDPS en charge des justice et droits humains, bonjour. Bonjour, M. Fleury. Et juste à côté de lui, bien sûr, M. Jess Lumbi, analyste politique, bonjour. Bonjour, Christopher. Alors, on va commencer notamment par cette situation sécuritaire. Je vais prendre M. Jassoumbi parce que c'est vous que j'ai salué en tout dernier. On va parler de la gestion du conflit par la RDC jusqu'en ce moment. Est-ce que vous pensez que la méthode abordée est la bonne ou l'on tâtonne encore ? Merci beaucoup. Je pense qu'actuellement, j'ai l'impression qu'on est en train de se ressaisir par rapport à cette question. On a beaucoup tâtonné. Personnellement, j'ai relevé une diplomatie un tout petit peu en tâtonnement quand on a commencé, en voulant faire les beaux yeux au Rwanda, alors que tout le monde le savait très bien qu'ils étaient derrière le M23. Cela a été prouvé depuis Musée, cela a été démontré lorsqu'on a défenestré le M23 en 2012-2013. Et cela a été démontré même avant que Joseph Kabila ne quitte le pouvoir. Mais l'on a constaté plutôt une certaine un tâtonnement. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment de l'immaturité de faire cette diplomatie comme si on voulait essayer de laver plutôt sous le Joseph Rwanda. Kabila ou sous Félix Tshisekedi? Sous Félix Tshisekedi, bien sûr. On a eu l'impression. Qu'est-ce que vous appelez tâtonnement exactement? Effectivement, parce que l'on a présenté le Rwanda comme un frère, alors que c'était connu avant que Joseph Kabila ne parte que les rapports n'étaient pas bons. Les rapports n'étaient pas bons et il était prouvé depuis tout ce temps que le Rwanda était derrière tous les mouvements qui étaient en train de déstabiliser la RDC. Il n'était pas, j'ai vu, c'était un tout petit peu de l'hypocrisie que de faire ça. Moi, je pensais peut-être que le gouvernement était en train de chercher à comment embarquer le Rwanda dans son petit jeu. Mais écoutez, nous sommes dans les concerts des nations. Les Rwandais ne vont pas suivre les belles paroles que l'on présente. Donc, ils nous ont un tout petit peu bernés dans une diplomatie où nous avons été perdants parce qu'au finish, ils sont entrés chez nous, ils ont bénéficié de beaucoup de contrats, ils ont bénéficié de beaucoup d'avantages, bien sûr, pendant les 3 années. Et au finish, ils continuent à nous faire la guerre chez nous. Donc, on s'est relevé un tout petit peu en retard. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même bien. Ce retard est rattrapable. Moi, je pense que, oui, mais tout à fait. Moi, je pense que c'était très bien que le gouvernement se soit prononcé finalement et rejoindre l'armée qui, tout le temps, l'armée était en train de relever que c'était l'armée rwandaise qui était en face. Et ici, c'est très important. Mais je constate encore des petits tâtonnements avec les propos du ministre, le porte-parole du gouvernement, qui essaye encore un tout petit peu d'avoir une langue un peu trop lourde. Moi, je pense que c'est plus le moment de jouer à cette fausse diplomatie. Il faut y aller. Avec le Rwanda qui vient avec un affront clair, il faudrait que nous puissions aussi y aller de façon à démontrer que nous ne sommes pas faibles. On va y revenir tout à l'heure. Je vais prendre Évariste Kalala juste à votre droite. Il vous regarder avec un regard qui voudrait dire un peu pas d'accord. J'aimerais savoir si lui, il pense que le tâtonnement n'a jamais eu lieu ou bien le tâtonnement est au moins fini. Non, mais nous devons d'abord relever que ce n'est pas une situation qui a commencé avec l'accession de l'UDPS au pouvoir. C'est une situation qui perdure depuis plus de 18 ans. Et je crois qu'il serait le bon sens exigerait aux amis du FCC qu'ils comprennent qu'ils sont
c'est des acteurs dans la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et s'il y a eu tâtonnement, ça devrait plutôt être dans leur chef. Parce qu'aujourd'hui, la vraie responsabilité incombe à ce que l'État congolais est aujourd'hui. Quelle armée avons-nous? Nous ne pouvons pas remettre la sécurité de tout un État à la bonne foi de nos voisins. C'est une armée dans laquelle nous avons accepté des rebelles à maintes reprises. Mais s'il faut parler de la situation, oui, plus précisément du M23, justement. Oui, je suis en train d'en arriver, mais c'est justement, le M23 est né justement d'une revendication. Il y a eu des négociations d'un groupe rebelle avec le gouvernement. C'est une situation que nous héritons de justement cette diplomatie du FCC qui, je ne sais pas poursuivre quel objectif. Malheureusement. C'est mon tour de parole, je crois. Oui, allez-y, ne vous avez pas coupé la parole. Voilà. Dieu seul sait qu'il en avait envie. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement quel objectif il poursuivait en acceptant de brasser des rebelles avec l'armée régulière. Mais ça avait Et quand je même crois que s'il y a tâtonnement, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu tâtonnement. Aujourd'hui, l'essentiel d'une stratégie, comme on l'a toujours dit, c'est qu'elle ne soit pas comprise par l'adversaire. Aujourd'hui, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a lancé le ton. Le ton, c'est la paix totale ou la guerre totale. Et je crois que sur ce point-là, il a été très clair et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est le fondement de la politique que nous allons mener. Qu'est-ce qui sous-entend là par la guerre totale? Parce qu'on dit que bon, voilà, l'armée congolaise, c'est vrai, c'est beau, FARDC, puissance 10 ou puissance 9 en Afrique, mais sur terrain, il y a à peine, je crois, un militaire pour 1000 hommes. Si on parle d'un effectif de 100 000 hommes, sans compter les nombres variants. Est-ce qu'on est à même? Oui, vous parlez du ratio militaire-population. Non, non, moi je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je suis au niveau où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de difficultés. C'est dû à la situation que nous avons héritée de nos prédécesseurs. Et Tshisekedi n'a pas tâtonné. Non, quand il a appelé frère, incapable de c'était une stratégie. Quand il a fait? Quand il appelait Paul Kagame frère, par exemple, c'était une stratégie. Non, mais écoutez, un frère, c'est du point de vue, je pense, africain. C'est un frère. Mais ça n'empêche pas, quand un frère ne respecte pas cette fraternité-là, de le remettre sur le droit. Exactement, on parle aussi des applaudissements au stade de martyr. Paul Kagame, ça n'était jamais arrivé sous Joseph Kabila, c'est pas un tâtonnement à l'époque? Non, mais vous prenez, ici on parle d'affaires d'État quand même. Vous prenez des faits, je vais dire des faits divers, des faits de société pour justifier des postures de politique étrangère. Je crois que ça n'a pas de sens. On va prendre alors M. Henri Kalimassi aussi, il va nous dire un mot sur là-dessus. Qu'est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, vous avez pensé de l'approche congolaise pour régler ce conflit? Bon, moi je crois que le moment n'est plus au dialogue. Pour ne pas anticiper par rapport à la deuxième thématique que vous aviez prononcée, à ce qui concerne le discours du roi, moi je crois que son premier ministre l'a dit. Il a dit que l'État congolais ou le gouvernement congolais a le droit de protéger son pays. Il a aussi le droit d'exiger à ses voisins de respecter ses frontières. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, et je crois que le chef de l'État est à pied d'œuvre par rapport à ça, raison pour laquelle, au niveau des différents fronts, nos militaires sont là pour défendre l'intégrité du territoire. Seulement, je voudrais peut-être interpeller le président de la République. Qu'il sache que les Rwandais sont des malins. Ils sont malins, ils sont risés dans tout ce qu'ils font. Et je peux considérer ou je peux démontrer que leur politique, ils ont adopté sur tous les plans le système de W, de la lettre W. C'est-à-dire,
cette lettre W a au moins 5 points. Donc, et c'est comme ça que les Rwandais fonctionnent. Ils sont là au devant, ils vous contournent. Vous voyez comment se trouve la lettre W. Au milieu ici, ils vous distraient. Et ici, ils prennent garde pour affronter ceux qui viendront les déranger. Et pendant que vous êtes distrait ici au milieu, ils vous contournent et ils vous font du mal. Alors, que ce soit en politique, en défense, tout comme en diplomatie, le chef de l'État doit tenir compte de ce système, qui est le système de W, pour mettre fin à la guerre de l'Est. Aujourd'hui, si je le disais tantôt, qu'il faut affronter maintenant les Rwandais, parce que nous le savons tous aujourd'hui que les M23, ceux qui les soutiennent, sont des Rwandais à travers le gouvernement rwandais. Et aujourd'hui, nous avons le soutien du roi qui était venu, nous avons le soutien de l'Union européenne qui a découvert que le Rwanda est derrière les M23, nous avons le soutien aujourd'hui du Conseil de sécurité qui s'est prononcé et qui a condamné ouvertement et officiellement les Rwandais. Je crois que nous sommes en position de force. Et cette position de force est due à la position aujourd'hui qu'a le président de la République vis-à-vis du monde. Ceux qui croyaient que les chefs de l'État faisaient du tourisme ou dilapidaient les caisses de l'État pour sa diplomatie, aujourd'hui, ils doivent savoir que tout ce que les chefs faisaient, c'était pour l'intérêt supérieur de la nation. Et la diplomatie, c'est un processus. Quand bien même que les gens pensaient qu'ils ne faisaient rien, aujourd'hui, il y a des retombées. Il y a le roi qui est là, il a été ici à Kinshasa. C'est un mérite. Il va aller à Lubumbashi et à Bukavu. Ne pensez pas qu'il est venu seulement voir Kinshasa. Il est venu s'informer. La Belgique, c'est la police du monde. C'est la Belgique que le monde utilise, que les Nations Unies utilisent, que l'Union européenne utilise pour avoir toutes les informations, parce que c'est la Belgique qui a eu à gérer l'Afrique d'une manière générale et la République démocratique du Congo d'une manière particulière. Donc la présence du roi ici aura des retombées positives par rapport à la diplomatie qu'a menée le président de la République. Et je crois, cette fois-ci, Kagame sera le dos au mur. Alors je vais prendre aussi la version de l'expert en conflit, parce qu'on est dans un conflit justement, et lui, il est expert des situations comme ça. Est-ce que vous, après avoir entendu bien sûr tous vos co-débatteurs, vous pensez que la RDC a bien géré jusque-là ce conflit, ou la RDC a tâtonné d'un moment à un autre? Voilà, merci. Le premier élément, c'est que c'est d'abord la coopération. Lorsqu'elle échoue, il y a les conflits. Et nous, c'est une discipline qu'on a introduite en relations internationales, la coopération, prévention, résolution de conflits. Lorsqu'on coopère bien, ben, il n'y a pas de conflit. Et lorsqu'il y a des conflits, on fait tout pour appliquer une approche de prévention. Et parfois, on va vers la résolution. La résolution des conflits peut aller par une diplomatie, une approche diplomatique, une approche politique ou une confrontation militaire. Pour votre information, le conflit est comme la glucose dans l'alimentation. Hein? Nous rencontrons le sucre en tout moment dans les aliments. Le conflit, il est comme ça permanent tout le temps. Vous pouvez vous laver. Je disais ça à ma petite sœur qui peut-être me regarde maintenant là. Je lui disais le matin, vous vous réveillez, vous prenez bain, vous mettez 15 minutes en train de choisir quel habit vous devez mettre. Vous faites 15 minutes, vous êtes en conflit avec vous-même. Donc le conflit, c'est réel. Et ceux qui pensent que la guerre est révolue se trompent, parce que nous sommes dans la deuxième guerre froide liée à la transition énergétique. On va contrôler les territoires qui ont ces richesses-là, qui rentrent dans l'énergie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'énergie de demain. Ce n'est pas pour rien, vous voyez des chefs d'État tomber, il y en a qui sont morts, Idriss Déby venait de mourir. C'est la deuxième guerre froide. Lorsqu'on l'a connue depuis les années 45 jusqu'en 90, les frontières ont changé, des États sont nés, il y en a qui ont disparu, etc. Ils ont changé le monde. On parle même de l'eurogenèse, hein, la révision de frontières, etc. Voilà. Je voulais situer d'abord la situation du conflit. Je reviens à votre question et à ce que mes co-débatteurs ont avancé. Je partage largement les uns et les autres le point de vue dans la limite. Ben, il faut dire qu'un chef d'État au monde utilise 3 options sur sa table. L'option
politique, les chefs de l'État ont engagé des discussions à Nairobi avec les groupes armés. Il y a l'option diplomatique, c'est pour ça qu'il a fait une diplomatie de charme, mais à l'africaine, pour appeler Paul Kagame son frère. Moi, je trouve ça, c'est pas grave. Voilà. Et vous avez une autre approche qui est l'approche militaire. Nous sommes sur ces 3 fronts. Félix Tshisekedi n'a pas tantonné. Premier élément. Un second élément, il n'y a pas, depuis les génocides de 1994 pour les Français, il n'y a pas en dehors de Laurent Désiré Kabila, il n'y a pas un président de la République qui a tapé du poing sur la table face au Rwanda, comme Félix Tshisekedi. En Angola, comme à Oyo, à Brazzaville, il a été clair avec ses homologues, et mon frère de l'UDPS l'a rappelé, soit on fait la paix et on la fait alors totalement, soit on fait la guerre et on la fera totalement. C'est le propos qu'il assume. Qu'il assume, que j'assume. Et je l'encourage dans ce sens-là. Seulement, l'appareil militaire, sécuritaire qu'il a est obsolète. Le chef de l'État est un petit peu... Je sais qu'à ces niveaux de responsabilité, il y a la méfiance, il y a la réflexion, il faut ceci. Mais c'est le moment de faire des réformes au sein de l'armée. Je n'ai pas encore observé la stratégie militaire et sécuritaire du président Félix Tshisekedi, parce que tout l'appareil qu'il a, c'est l'appareil de son prédécesseur qui a utilisé autant d'approches, notamment intégrer ces groupes au sein de l'armée. Finalement, on va les retrouver à nouveau dans le groupe rebelle, etc. Donc aujourd'hui, il a dit plus question d'intégration au sein de l'armée. Je termine par un petit élément important. Moi, je suis puriste de la langue française. Nous n'avons pas en face de nous de rebelles. Le M23 est un mouvement d'agression. On peut les situer dans les temps et dans l'espace quand est-ce qu'ils sont arrivés en RDC. Laurent Désiré Kabila n'avait pas d'armée, il a pris toute la logistique à Kigali, il a pris les militaires à Kigali. C'est cela. Ces gens sont arrivés ici et l'ensemble de la communauté internationale nous a imposé un dialogue pour leur donner la nationalité collective. Vous ne pouvez pas me dire sur ce plateau que James Kabarebe est rwandais et Makenga est congolais. Non, ils sont venus ensemble. Appuyer Laurent Désiré Kabila. Les autres sont restés congolais. Les autres non, on ne se joue pas de notre vie comme ça. Je vais terminer avec un tout petit élément en 2 secondes. C'est un mouvement d'agression totalement soutenu par le Rwanda. Et le Rwanda viole la souveraineté de notre pays. Le président de la République a comme autre fonction garant de la souveraineté de notre pays. Donc, si le Rwanda se permet de franchir nos frontières avec les accords signés avec le FCC, qui lui donnait le droit de circuler. Le FCC. Le FCC a signé des accords avec le M23. Ces accords que Tshisekedi se bat aujourd'hui, c'est avec le FCC. Le FCC. Pas le M23. Je veux dire, le FCC, c'est l'ancien régime de Joseph Kabila. Jamais avec le M23. Donc ces accords du M23, les accords qui ont donné naissance à ces groupes-là, c'est des accords signés par nos prédécesseurs. C'est cela qu'il s'agit. Mais je ne vais pas blâmer le moment où le pays brûle. Je ne blâme pas Kabila. C'est une question d'unité nationale. Oui, d'unité nationale. Je l'ai rappelé, c'est un fait, mon frère. Je l'ai rappelé comme ça de bonne foi. Alors, on va y revenir. J'arrive. Si, je concluais par là, si le Rwanda peut tous les jours franchir la frontière pour venir chercher, entre guillemets, ces FDLR, nous avons l'obligation de traverser pour aller chercher les M23 chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et le président de la République ne doit pas tergiverser sur cette question-là. Il a l'ensemble de notre peuple. J'ai salué toute la classe politique qui a été unanime sur cette question-là. Au moins, on a une opinion, une conscience nationale. Le tour de table semble attribuer au FCC la faute que vous attribuez aux autres, pas au FCC, voilà, je me suis laissé emporter, au régime passé, la faute que vous attribuez au régime Tshisekedi. Joseph Kabila serait à la base de toute cette situation. D'abord, il n'est pas question de jouer au ping-pong. Je n'ai pas essayé d'attribuer la faute à qui que ce soit. J'ai estimé que notre pouvoir a tout simplement tâtonné pendant un moment. Je vais revenir sur les propos de mon frère de l'UDPS. Je m'excuse. C'est M. Barista Kalala. M. Kalala. Il a dit que tout ceci, c'était... Ça, c'est une erreur d'aller souvent dans ces petits jeux où le mal, c'est l'autre, où on est irresponsable. Non, lorsqu'on est chef, on assume. Lorsqu'on a le pouvoir, on s'assume et on avance. On ne peut pas continuer à rouler une voiture en regardant dans les rétroviseurs. Vous allez commettre des accidents et c'est là que nous sommes. On ne peut pas continuer à jouer à ce petit jeu. Lorsque l'on prend le pouvoir, vous avez dit, nous avons hérité, mais
Rappelez-vous que lorsque vous avez hérité du pouvoir, vous avez aussi hérité que le M23 était défenestré et que le M23 n'existait plus. Alors, il n'était pas question de les rencontrer à Nairobi, c'était encore leur redonner vie pratiquement à Nairobi, parce que le M23 était déjà défenestré, le monde entier. Comme le grand frère venait de le dire tout à l'heure, le M23 n'a jamais signé un certain partenariat avec le gouvernement, rien du tout. Il y a eu des accords d'Addis Abeba, il y a eu des accords avant le M23, notamment avec le CNDP. Il n'y a jamais eu des accords avec le M23. C'était refusé et cherchez, vous allez trouver. Alors, lorsque vous parlez du M23, c'est un mouvement qui a été défenestré. Le monde entier a reconnu que c'était un mouvement qui était banni. Alors, il n'était pas question de retrouver ce mouvement ou de l'approcher encore une fois à Nairobi quand ils viennent et on leur redonne le pouvoir. À votre avis, cet acte-là a redonné une certaine légitimité. Une certaine légitimité, dans la mesure où, quelques mois avant, le M23, comme venait de le dire M. Alimassi, c'est ça? Kalimassi, il venait de dire un élément, les Rwandais sont très malins. Ils ont joué un petit jeu, le M23. Lorsque Félix Tshisekedi rompt avec le FCC, le M23 viendra faire un petit des beaux yeux pour dire, voilà, nous soutenons l'Union sacrée. Alors, c'était là que, effectivement, le chef est tombé un tout petit peu dans ce jeu que moi j'estime dangereux, parce que lorsque vous dites qu'il n'y a pas eu de tâtonnement, lorsque l'on donne les moyens à son adversaire, ça c'est un tâtonnement. On peut bien utiliser la stratégie à l'africaine, comme vous avez dit, de faire des beaux yeux. Ben oui, mais pas jusqu'à donner des contrats aussi importants que ce qu'on a donné au Rwanda. Quel contrat? Des contrats sur la raffinerie de l'or, par exemple. Lorsqu'on donne des millions aux Rwandais, est-ce que ce n'est pas on donne de l'argent à notre adversaire. Alors que, quand vous avez repris le pouvoir, vous devez continuer. Vous accueillerez les actifs et les passifs. Dans les éléments du passif, vous avez acquis que le Rwanda était notre agresseur. Il n'était pas question de recommencer. On ne recommence pas les choses. On les reprend là où elles sont et puis on décide de voir comment on avance. Même s'il faut faire des beaux yeux, il faut dire aux Rwandais que voilà, vous êtes des agresseurs, mais moi je ne voudrais plus qu'on continue sur ce schéma. Voilà le schéma. Mais essayez de les laver comme on l'a fait et puis quelques temps après revenir, ça crée même une situation un peu embarrassante au regard de ce qui se passe autour de nous. Vous avez parlé de la victoire. Mais quand vous regardez nos voisins, prenez les propos du Rwanda, prenez le propos de l'Ouganda, du Burundi ou les autres voisins, vous ne sentez pas cet acharnement contre le Rwanda. Prenez le Congo-Brazza, prenez la Zambie, prenez la Tanzanie. Au contraire, nous n'avons pas encore réussi à ce niveau-là. C'est pourquoi j'estime qu'il y a encore mieux à faire. On a essayé un peu, moi j'estime, on a essayé de laver les Rwandais, même par rapport à nos voisins. Alors il est un peu difficile que ces voisins puissent se retourner aussi rapidement, parce que nous-mêmes, nous leur avons donné quand même un tout petit peu de plan. On revient à ce sujet, on ne l'a pas encore bouclé. J'aimerais juste poser une question directe à M. Vaste Kalala. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous êtes de l'UDPS et donc de l'Union Sacrée, vous avez compté parmi vos rangs les M23? Non, jamais. Le M23, mouvement politique? Non, jamais. Et je mets quiconque à défi de nous prouver le contraire. Le M23 n'a jamais fait partie de l'Union Sacrée. De toute façon, l'Union Sacrée n'a pas de charte. Hein. Chacun a un temps de parole, je suppose. Et je crois qu'on doit respecter ça. Alors, l'ami veut accuser sans nous donner la possibilité de nous défendre. Quand vous accusez le président Félix de tâtonner, vous nous mettez dans une posture... C'est pas une accusation. Déjà, enlevez ce mot, s'il vous plaît. Il doit parler lui aussi. Oui, mais qu'il utilise des mots... il est catégorique sur son temps de parole. Je peux? Allez-y. Voilà. Alors, lorsque vous nous accusez de quelque chose, donnez-nous l'occasion de nous défendre sur ça. Ici, il s'agit d'une situation donnée. Nous devons rentrer aux origines du M23. Le nom même M23, c'est le nom de ça symbolise la date de l'accord qui a été signé entre le gouvernement et ce mouvement rebelle-là. Le 23 mars. Voilà. Et ils estiment que ces accords n'ont pas été respectés. Il faut commencer par là. À un moment, ils ont entendu s'il y a quelqu'un qui a appelé ces groupes rebelles à la table de négociation comme égal aux forces loyalistes, au gouvernement, c'est bien le régime passé. Ça doit être clair. Et je tenais à relever ceci. Il y a nécessairement un lien entre toutes les forces négatives qui agissent à l'Est. Et ça, nous le savons. C'est-à-dire? Il y a un lien donné.
il y a l'intérêt, ça veut dire exploiter les richesses minières que nous avons à l'Est, et plein d'autres choses. Nous le savons. Et je crois que la politique de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, elle a son secret. Sinon, elle ne donnerait pas de résultats. Il a ses secrets, certes, mais publiquement, Ça veut on est en train de voir des choses aussi. Il y a un stratagème derrière ce qu'il fait sur le plan de la politique, de sa politique étrangère. Comment il a justifié au niveau du parti cet accord pour la raffinerie d'or, par exemple, avec Vous savez, Rwanda? oui, nous sommes tous conscients que les richesses sont localisées dans ce monde. Et c'est ça même qui fait que le conflit est inévitable. Et parmi les méthodes et les moyens de régler ce conflit, il y a offrir la possibilité aux voisins de ne pas venir prendre frauduleusement, parce que nous avons la vocation d'exploiter et de bénéficier de cette exploitation-là. Alors, si eux, nous pouvons normaliser et contrôler l'exploitation pour qu'elle soit raffinée là-bas, nous gagnons ce que nous devons gagner là-dessus. Je vous rappelle que ce n'est pas le premier cas d'espèce. Le pétrole est exploité ici et raffiné ailleurs. Si ça pouvait ramener la paix, et je crois que c'était même très intelligent parce que ça nous donnait un moyen de pression. Parce que c'est un moyen de pression supplémentaire que nous avions sur eux. Donc vous acceptez ce moyen-là, mais vous ne voulez pas le moyen où on signe les accords avec M23 pour qu'ils se reposent. Non, mais écoutez, il faut Vous avez dit tous les moyens sont bons pour faire la paix. Vous ne faites pas la part entre le gouvernement rwandais et le M23. Le M23, c'est un groupe d'agression. Oui, comme le co-débatteur, l'expert en conflit l'a dit, c'est une force négative, c'est une force d'agression. C'est différent du gouvernement rwandais avec qui nous pouvons traiter en égal. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. C'est là effectivement le problème. Mais il peut attendre son temps de parole. Non, mais il prend pas, c'est pas un temps de parole, c'est juste une réaction. C'est là effectivement, je vous relance. C'est là effectivement le problème, parce qu'il faudrait que nous puissions faire la part des choses. Ici, ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Il faudrait que le gouvernement s'assume. Il ne faudrait pas que nous continuions à jouer le chaud et le froid. C'est ça ce que je dis, qu'il y a une diplomatie de tâtonnement. Oui, tout à fait, parce que c'est le Rwanda qui est en train de l'armer. Le chef lui-même l'a dit. Sur les médias internationaux. Il a dit que le M23 était totalement défenestré et totalement dépouillé de ses moyens logistiques. Votre réponse et c'est le Rwanda qui l'équipe, c'est le chef qui l'a dit. C'est-à-dire, on a signé des accords avec le Rwanda, on a signé des accords avec le M23, c'est la même chose? Non, ce n'est pas du tout la même chose. Le M23 n'a pas l'immédiateté internationale. Elle n'est pas reconnue comme un État. Vous comprenez, c'est très différent. Et ici, il faut rajouter ceci. On pourra changer de nom à volonté. Je vous l'ai dit, toutes ces forces négatives qui agissent à l'Est ont un lien. Et je crois qu'il faut mettre nos voisins en difficulté, ne plus leur permettre de créer ce genre de mouvement sur notre territoire. Alors, je vais vous tourner un peu le dos. Je vais tourner le dos et je vais prendre là, vous êtes d'accord avec... Je suis d'accord. Ah, ça, c'est très bien. Je suis très d'accord. Je suis d'accord et je voudrais lancer un élément là-bas. Je suis d'accord qu'il faut mettre en difficulté ceux qui alimentent ces armées. Mais il ne faut pas faire semblant que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui le fait. Mais alors, tout ne peut pas être fait comme vous le voulez. Effectivement, vous aviez 18 ans, vous semblez avoir une maîtrise totale du dossier, mais en 18 ans, on a eu l'impression qu'on s'est empêtré davantage. Bon, on revient. Je vous tourne le dos, vous avez suffisamment eu le temps de parole. Je vais d'abord prendre l'expert en conflit, parce que tout à l'heure, M. Henri Kalimassi a dit que la diplomatie du président de la République a payé, des propos que vous aussi avez soutenus. Vous pensez que ça avait également été très bénéfique, mais le soutien que vous évoquez au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, dans l'opinion, ça a été jugé assez évasif, alors que Christophe Lutundula a tapé du poing sur la table, a cité nommément le Rwanda. La communauté internationale a une fois de plus appelé au dialogue et pas une condamnation, comme on a semblé le dire sur ce plateau. Vous savez que l'Union européenne vient de suspendre son aide financière au Rwanda de 79 millions d'euros par an. C'est un rapport avec ça ou c'est une coïncidence? C'est en rapport avec cela. Il faut savoir que le conflit a évolué. J'aimerais les situer. Le contexte M23, à l'époque, groupe abusivement appelé groupe rebelle, mouvement rebelle, a évolué.
Parce qu'à l'époque, on n'avait pas, à l'époque du régime Kabila, on ne voulait pas affronter directement le Rwanda. On voulait l'associer dans la résolution de conflits. Vous avez Umoja 1, Umoja 2, et tout ce qui s'est passé, à Manileo, tout ça. Donc il y a eu plusieurs fois des opérations conjointes entre les forces régionales. Mais c'était un cercle vicieux. Le président de la République a tenté, mais il a vu que ça n'aboutit pas. C'est là qu'il est passé à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a intérêt dans la région à ce que ces conflits se terminent. Première des choses, il y aura beaucoup de chômeurs aux Nations Unies, parce que c'est la plus grande mission des Nations Unies au monde qu'il y a ici. Deuxièmement, les trafiquants d'armes qui les livrent par les couloirs des armes ne vont plus avoir de l'argent. Mais Joseph Kabila, que vous avez cité tout à l'heure, parce que auprès des Nations Unies, est milité pour la fin de cette mission, la plus grande que vous êtes en train d'évoquer. Oui, parce que la première mission d'un État, c'est s'assurer sa souveraineté, sa sécurité. Il revient aux services nationaux, à l'armée, à la police, à le service militaire et civil, d'assurer la sécurité de notre pays. Lorsqu'on invite une force régionale ou internationale, c'est parce qu'on est quelque part en position de faiblesse. Et nous étions en guerre contre l'ensemble de la communauté internationale qui a voulu et qui tire de bénéfices. Donc je disais que le conflit, il n'y a personne qui a intérêt à ce que ces conflits puissent terminer. D'abord du fait qu'il y aura assez de... La mission va prendre fin et que donc les Nations Unies vont boucler les valises et partiront. Il y aura énormément de chômeurs. Deuxièmement, le couloir d'armes, les trafiquants ne les vendront plus. Et troisièmement, les multinationales qui ont leur société au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, ils vont fermer. Sauf que, actuellement, il est ostensible, clair, que le Rwanda fonctionne exactement comme la Corée du Nord. C'est clair que le Rwanda fonctionne, et il faut faire la différence entre les Rwandais, qui sont des peuples africains, nos frères africains, cette confusion-là qui et le régime, voilà. Les Rwandais, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. D'ailleurs, chaque fois en Belgique, là où je vis, j'amène tous les enfants, 2 enfants qui sont des voisins de Rwandais, à l'école, dans ma voiture. C'est les amis de mes enfants, tous les jours. Donc, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. On a un problème avec le système politique rwandais. Et il faut avoir l'intention, lorsque nous voulons être une grande nation, comme la RDC, il faut avoir aussi l'intention de changer de dirigeant à Kigali pour installer un régime qui nous sera favorable, avec lequel nous allons vivre en paix. Parce qu'en réalité, c'est à Kinshasa de changer le nous régime. Pouvons, mais c'est la géopolitique, c'est le rapport de force au monde. Vous voyez? Et donc, le régime à Kigali, parce que finalement, on ne va pas jeter le Rwanda dans le lac ça sera éternellement nos voisins. Et il y a des peuples là-bas, et c'est pour ça que Félix Tshisekedi a dit, bon, ça fait 28 ans que vous volez, venez officiellement, on fait des affaires. Comme ça, il y a $1 qui rentre chez moi, $1 qui rentre chez vous. Sauf que une grande partie des multinationales qui financent, qui encadrent, qui forment le régime de Kigali, n'attend pas, va par les rapports de force. Donc, autant l'axe diplomatique est activé, l'axe politique l'est, mais l'axe militaire est la réponse qui coûte Kagame. Kagame n'écoute pas on appelle ça Ubwengi. C'est lui l'homme le plus puissant de la sous-région. Vous avez parlé du mensonge légendaire du régime de Kigali, ça s'appelle Ubwengi. Le mensonge. Et vous savez, le régime de Kigali est très fort en matière de communication. Vous trouverez leurs émissaires au niveau des institutions internationales. Moi, j'ai fait mes stages au niveau de l'Union européenne. Ils sont là-bas au niveau de l'Union européenne. Ils sont aux Nations Unies. Ils sont partout au niveau de l'Union africaine. Mais nous devons avoir nos représentants là-bas qui parlent. Et on ne peut pas avoir des gens comme Mouyaya à la tête du ministère de la Communication. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous reprochez au ministre? Il est, je vais dire, Kagame compatible. Il contredit. Porter une tenue. Non. Allez au front. Monsieur le journaliste, j'aimerais vous répondre. L'armée de la République a mis la main sur les militaires rwandais avec l'arsenal militaire de pointe rwandais. OK? Et le gouverneur militaire ferme les frontières. Ça, c'est la position de l'État. À Malabo, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pointe le Rwanda et parle de l'agression. Et Mouyaya dit, il y a des soupçons, c'est supposé. J'ai dit ici que nous ne sommes pas du tout intéressés par la petite photo de selfie de Mouyaya et de Kagame. Il a contredit d'ailleurs son ministre président, parce que le vice-premier ministre, Christophe Lutundula, est le deuxième président du gouvernement après le ministre de l'Intérieur. C'est celui des Affaires étrangères dans l'ordre d'arrivée. Donc, nous devons avoir tout autant
un seul langage, une bonne communication institutionnelle. Nous avons le président de la République qui n'a pas besoin de soutien de qui que ce soit. Il a l'ensemble du peuple avec lui. Il est commandant suprême de forces armées de la police qui l'écoute, qui l'obéit. Et donc, nous avons l'obligation d'allouer juste les moyens qu'il faut. Et j'ai dit la fois passée, il ne faut pas dire que l'armée nationale est faible. Face à ces j'ai vu Joseph Kabila aligner certaines unités qui ont mis en déroute le CNDP. Il y a un problème, c'est que celui qui contrôle votre communication contrôle votre sécurité. Or, les antennes de communication que nous avons, les sociétés de télécommunications que nous avons ici, ont leurs centraux de communication basés à Kigali. Conséquence, quand vous m'appelez, il y a quelqu'un qui nous met en contact, qui n'est pas au Congo, qui est à Kigali. Et ça coûte pas cher. On peut acheter ça, les centraux de communication. Ça a commencé depuis les Zaïre, parce que c'est le Rwandacell qui a gagné le marché de Télécell. Et on est passé de Télécell à Comcell, Zen, Airtel, et nous avons Airtel aujourd'hui. Les centraux, nous ne les avons pas. C'est un outil de sécurité, mais aussi un outil de souveraineté. Est-ce que vous savez que travailler aux centraux de communication, c'est des dizaines de milliers d'emplois, au-delà de la sécurité, c'est de l'emploi. Donc le gouvernement de la République doit se doter aujourd'hui de son centrale de communication afin de couper. Et vous savez, je termine par là, pour que le général Olenga puisse avoir les dessus sur ces groupes-là, avec le général Etumba qui était au renseignement à l'époque, ils n'ont pas utilisé aucun réseau national. Alors, l'ennemi ne savait plus suivre les communications. C'est ainsi qu'on a réussi. Il faut dire des choses. Votre télévision doit aider les services de l'État. Nous sommes complices de notre propre échec lorsque nous sommes là et on a peur de parler du Rwanda. On a une rwandophobie. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un la fois passée, si vous vous apprêtez à nommer Timothée quelque part, et quand il parle du Rwanda et vous voulez enlever mon nom, enlevez-le tout de suite. Moi, je n'ai pas peur de parler et ma liberté d'esprit, mais si je me sens un peu proche du président Tshisekedi, sur cette question de souveraineté, je ne négocie pas. Monsieur Henri Kalimassi, de votre côté, autrefois, on parlait de la situation de l'état des sièges. Hein, on disait qu'il fallait aussi lever la situation de l'état des sièges, que ça ne porte pas de fruits, qu'il y a plus de morts pendant l'état des sièges qu'avant l'état des sièges. Est-ce que vous pensez que ça a été pour quelque chose, ces stratégies, pour nous mener à cette nouvelle étape dans la guerre? Bon, moi je répondrai à ceux qui ne comprennent pas la vision du président de la République que le président de la République c'est un visionnaire. Et dans ses stratégies, comme l'a dit mon frère de l'IDPS, personne ne savait ce qu'il pensait par rapport à la politique sécuritaire de la RDC. Et comme vous le savez, lorsqu'on prend le pouvoir et qu'on trouve les jalons plantés par ses prédécesseurs, ce n'est pas vite ou ce n'est pas quelque chose qu'on peut décidément prendre d'un coup les choses et changer ce que vous aviez trouvé. Donc, il a fallu un temps pour lui permettre de s'imprégner de la situation de ces pays. Et autre chose, c'est que vous aviez dit que le soutien, à votre avis, des autres pays, du Conseil de sécurité de l'ONU, était total, alors qu'ils ont parlé d'un dialogue. Et le dialogue, c'est ce qui a été évoqué déjà depuis longtemps, avec Macky Sall, avec les autres. Personne n'a condamné fermement le Rwanda en train de soutenir un groupe d'agression, comme l'a dit M. Timothée tout à l'heure. Raison pour laquelle j'ai dit tantôt ici que la diplomatie du président de la République a payé. A payé comment alors qu'on n'a pas condamné? Cette diplomatie a payé comment? Aujourd'hui, nous pouvons condamner le Rwanda. Nous pouvons condamner le M23. Mais derrière le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, il y avait les multinationales. Et mon frère venait de le dire tantôt, ce sont ces multinationales qui mettaient leurs armes au marché en dipant certains de nos officiers qui sont dans notre propre armée, dont notamment certains sont congolais et d'autres d'origine rwandaise, alors qu'eux prenaient nos richesses. Qu'est-ce qu'il fallait pour le président de la République? Il fallait contourner cette politique rwandaise, parce que c'est le Rwanda qui était bénéficiaire. Parce que tout passait par le Rwanda.
Et les Rwandais, d'une manière ou d'une autre, à travers ces taxes et consorts, bénéficient. Et comme vous le savez, je peux vous donner peut-être une information que vous n'avez pas. À l'est, au niveau de Manono, Kalemi, Nyunzu, là-bas, vous savez ce qui se passe? Pendant que nous avons les minerais stratégiques, ces minerais doivent payer par exemple 10%. Mais les Rwandais insécurisent les frontières de ces coins-là. Et les commerçants qui ne vivent que de l'IC en profitent parce qu'ici, ils se disent, nous allons payer 10% parce qu'ils sont des minerais stratégiques. Autant traverser avec ça au Rwanda, là, nous allons payer 2%. Et c'est le pays rwandais qui en bénéficie. Et qui arme les M23? Qui arme tous ces groupes armés? C'est les multinationales. Alors, on utilise les Rwandais, on utilise les Burundi et l'Ouganda pour manipuler et les M23 et nos officiers qui sont dans l'armée. Et comme nous avons des officiers affairistes, ils en profitent. Certains, pas tous. Bien sûr, j'ai dit certains officiers. Et ils en profitent. Et maintenant, le chef de l'État devrait prendre son temps pour étudier tout ça. Au niveau interne et au niveau externe, voir ces multinationales. Ces présidents qui gèrent ces multinationales, afin de contourner les systèmes. Et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et ça donne les résultats. Aujourd'hui, le Rwanda et le DOMI, le Conseil de sécurité, qui hier ne pouvait pas parler à mal contre les Rwandais, aujourd'hui, il est en train de parler à mal contre les Rwandais. Il est en train de pointer du doigt les Rwandais et les M23. L'Union européenne, c'est pour dire que le président de la République dans sa diplomatie, il a réussi au front. Aujourd'hui, les Rwandais n'arrivent plus à percer même 1 kilomètre de nos frontières. Il a tenté d'envoyer 500 militaires pensant qu'il va retrouver ou bousculer nos forces armées sur terrain. Il n'arrive pas. C'est pour dire que quelque part, le président de la République travaille. Et je crois qu'avant la fin de son mandat, pour qu'il prenne son deuxième mandat, il mettra fin. Et ça sera son marketing politique pour gagner les élections du 2020. Alors, on va parler de l'autre sujet. Je voulais ajouter avec votre autorisation. Très rapidement, parce qu'on va passer à l'autre sujet. J'ai parlé du comportement belliqueux du régime de Kigali comparatif à la Corée du Nord et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie, là-bas, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien. C'est ainsi que l'ensemble de la communauté internationale se rend compte qu'il faut négocier avec les propriétaires des matières stratégiques, que de passer par un État où le droit de l'homme n'est pas respecté, il n'y a rien. C'est pour ça que... Est-ce que vous êtes sûr de cette affirmation? Cette affirmation parce que ça tarde encore. Et le président Kagame est tombé dans son propre piège. Et je l'ai toujours dit, griller le poulet avec sa propre graisse. C'est-à-dire, on l'a laissé Kagame. Le président Tshisekedi est allé vers Kagame dans la diplomatie de développement, signé avec lui de contrats. Mais Kagame est dans sa logique de guerre et il est tombé dedans. Nous avons mis la main sur 500 militaires, mais nous n'avons pas mis la main sur d'autres qui traversent les frontières que nous ne contrôlons pas. Ils sont nombreux dans le Kivu. Donc, nous sommes sous cet angle-là et un tout petit élément, il faut continuer avec les sanctions contre le Rwanda, notamment rompre ces accords économico-financiers. Parce que les accords avec le Rwanda, accords économiques, permettent au Rwanda de financer sa guerre contre nous. Donc nous sommes quelque part... On va prendre l'autre sujet d'actualité qui a vraiment beaucoup marqué la semaine. C'est le roi qui a visité la République démocratique du Congo pour la première fois. Il a notamment prononcé un discours qui a été interprété de mille et une façons par la population, par l'opinion. On va avoir vos avis sur la table. On va faire un tout petit peu le tour. On va commencer avec M. Jess Numbi. Vous avez suivi ce discours du roi et qu'en avez-vous pensé ? Merci beaucoup. Avant de passer au roi, permettez-moi de mettre quand même un petit mot très pour rapide. conclure le sujet que nous avons traité. C'est un sujet très très important pour nous. Voyez-vous, je ne voudrais pas que nous puissions dormir sur de lauriers pensant dans une certaine autosatisfaction. Il y a un problème. Il y a un problème et le gouvernement le gère mal. Monsieur Timothée est en train de prendre des pincettes un tout petit peu pour éviter peut-être d'aller directement. Mais ce qu'il est en train de dire est très important. Il vient de relever la communication
hasardeuse de notre gouvernement. Mais là, il ne faut pas parler de M. Mouyaya, c'est un gouvernement qui s'assume. Monsieur Timothée, c'est pas un homme, c'est pas une personne à côté, c'est le gouvernement qui s'assume et le gouvernement qui contredit son armée. Non. Là, il fallait que je parle de Mouyaya parce bon, que je parce comprends. que le Tundou est aussi gouvernement. Tout à fait. Donc, il fallait maintenant faire la part des choses. Il a commis une erreur. Non, mais il n'est pas plus pressé que le ministre des Affaires étrangères. Mais il a contredit. Il a contredit. C'est pour ça qu'il fallait le pointer de doigt. On se souviendra que, s'il vous plaît, on se souviendra quand même que il y avait une première communication, puis une deuxième. Dans la première communication, il condamnait, il citait le Rwanda, puis il fallait, et ça s'appelle tâtonnement, certainement il a reçu des ordres d'un peu plus haut. Et je voudrais effectivement terminer pour dire, nous ne devons pas dire aujourd'hui que ça va très bien. Je ne voudrais pas que nous puissions trop regarder dans le passé et parler, avoir l'impression que ça va. Avec cette histoire d'état de siège dont vous avez parlé, est-ce que vous savez qu'avant 2018, il était resté une quarantaine de forces négatives, comme on les appelle, et qu'aujourd'hui, il y a plus d'une centaine? Non. C'est ça. C'est la réalité. Aujourd'hui, il y a plus... groupes armés sur la table du président de la République lorsqu'il a pris le pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, nous allons vérifier ça. 142 groupes armés, y compris le camp Moyen Sapou. Je ne suis que dans ça, matin, midi, soir, dans les rapports de force. Okay. Et ça, c'est les rapports des Nations Unies qui l'ont dit, s'il vous plaît. Tout à fait, mais moi aussi j'ai lu ces rapports. Avant Félix Tshisekedi, il y avait déjà, oui, effectivement, avec d'autres chiffres. Avec d'autres chiffres. Avant Félix Tshisekedi, ces mouvements étaient réduits, totalement réduits, mais aujourd'hui, on est à plus de 140, 150 mouvements. J'avais reformulé cette question. Continue. Alors, on ne veut pas. Dans la même parenthèse, est-ce qu'il peut nous dire quelle est la fréquence des crimes et des meurtres à Béni aujourd'hui? Je peux y aller, monsieur. Oui. Suivez les statistiques, demandez à M. Timothée, il est là en face de vous. Je vais vous donner, aujourd'hui, la cour est très très élevée et elle va toujours crescendo. Prenez de 2021 en 2022, elle est très très élevée. Prenez juste de janvier à avril. Mais vous citez quel rapport? Nous sommes en train de lire tous les rapports. Puisque vous êtes en train de parler de ça, on va faire une gentille transition. Le roi des Belges, après les discours prononcés ici à Kinshasa, est-ce que vous pensez qu'il peut, que la Belgique en général peut, d'une manière ou d'une autre, aider la RDC à se débarrasser de ce conflit? Alors, d'abord, je ne voudrais pas dire que la Belgique vient nous aider dans ce sens-là. Moi, je suis dans le sens de mon frère Timothée qui est en face de moi. Nous devons nous assumer d'abord nous-mêmes. C'est le Congo qui doit se libérer. Parce que lorsqu'on parle du roi des Belges, il viendra pour ses intérêts. Et si ses intérêts se retrouvent du côté Rwanda, il va s'appuyer de l'autre côté. Donc, on ne peut pas compter sur ni la Belgique, ni la communauté internationale. Bien sûr qu'on doit l'embarquer avec nous dans une diplomatie agissante. Bien sûr qu'on doit l'embarquer avec nous dans une diplomatie responsable où nous savons nous assumer dans ce que nous voulons faire et dans ce que nous faisons. C'est très important. Il faudrait que ce que nous faisons, la manière dont nous communiquons, la diplomatie c'est aussi de la communication. Nous devons y aller avec une politique bien claire et suivre la ligne du chef. Lorsque le chef donne une ligne et que nous ne savons pas y aller correctement, c'est ce que moi j'ai appelé tâtonnement. Le discours du roi. Le discours du roi. Moi, je me suis retrouvé en 1960. Je n'ai pas beaucoup aimé les termes qu'il a utilisés. J'ai eu l'impression d'être en face du roi Baudouin, je crois, en 1960. C'est le roi Baudouin. Ouais. Oui. En 1960, j'ai eu l'impression que c'était encore la même chose. Il vient encore avec des tournures un peu plus gentilles. Oui, en 60. Un peu plus gentilles en disant il regrette. Un regret, c'est comme si c'était un acte posé par quelqu'un d'autre sous leur responsabilité. Non, mais ici, nous attendions un peu plus que ça. Nous attendions premièrement des pardons du peuple belge par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport aux mains coupées, par rapport à toutes les atrocités. Notre histoire, nous n'allons pas le jeter dans la poubelle. Nous allons garder notre histoire. Elle va nous accompagner. Bien sûr, nous nous y référerons. Chaque fois que nous voulons voir la Belgique, nous nous rappellerons de tout ce qui s'est passé, de tout le mal qu'ils ont fait, et ils doivent réparer. Moi, je pense il fallait un peu mieux que ça. Curieusement, je suis resté un tout petit peu dans ma soif. J'aurais aimé mieux. Et au contraire, ils sont encore en train de jouer avec... Monsieur, je vais prendre aussi M. Évariste Kalala quand même, parce qu'il réclame la parole depuis longtemps. Il s'est passé quelque chose au moment de ces discours. Félix Tshisekedi a parlé quelques temps plus tôt et le roi a prononcé ses discours, on va dire, devant les parlementaires, mais ce n'était pas le Congrès, hein, c'était au parvis du Palais du Peuple même. Donc, Félix Tshisekedi semblait vouloir tourner la page
oublier le passé et travailler pour le présent uniquement. Et le roi, de son côté, a quand même demandé d'affronter ce passé-là, c'est-à-dire ne pas l'oublier, l'affronter pour faire mieux. Vous, en tant que Congolais, là, vous ne parlez pas en tant que UDPS, si je peux vous poser cette question-là, en tant que Congolais, dont les grands-parents ont eu les mains coupées, dont les grands-parents ont été, on va dire, violés, subi la pire décolonisation de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, mais au demeurant, ça reste le discours du roi des Belges. C'est son discours. Et nous, la posture idéale pour nous en tant que Congolais, c'est d'assumer pleinement notre passé. Ça nous permettra de guérir réellement sur le plan culturel, spirituel et tout ça pour envisager l'avenir. Mais c'est le passé qu'a fait Tshisekedi a dit. Vous m'avez demandé, je ne suis pas obligé de répéter ce qu'il a dit, et je crois que la posture dans laquelle le président de la République s'est mise, c'est une posture de quelqu'un qui assume et qui prend ses responsabilités et qui veut construire l'avenir. Et je crois que c'est la seule posture dans laquelle nous pouvons agir sur notre avenir. À force de rejeter la responsabilité, la faute de ceux que nous sommes sur les autres, nous nous dépouillons du pouvoir de construire même notre avenir. Et je crois que ce n'est pas une très bonne posture. Notre passé, nous ne pouvons pas le renier. Il fait partie de notre identité. Nous devons l'assumer. Et nous devons, pour notre bien à nous-mêmes, pardonner pour guérir de ce passé-là et avancer vers de nouveaux horizons. Moi, je crois que c'est en définitive... Le problème que nous avons au Congo, c'est un problème d'hommes. C'est un problème d'hommes. C'est vrai que la colonisation a laissé ses marques, mais nous n'allons pas continuer indéfiniment à pleurer sur ce qui s'est fait à cette époque-là. Le roi qui est venu aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il faut faire la part de choses entre le système en place à Kigali et le peuple rwandais. Je crois que le peuple belge aussi, c'est un peuple, ils font partie de l'humanité à laquelle nous appartenons ensemble. Et je crois que nous n'allons pas, il ne faut pas prendre cette posture de victime éternelle. Alors en parlant de posture, justement, je vais prendre M. Timothée. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet accueil réservé au roi des Belges ici à Kinshasa? Déjà, la mobilisation des partis politiques, est-ce que c'était nécessaire? Puis on a vu un peu partout dans les déplacements, les marchés, ça émerveiller les uns, choquer les autres. La posture encore du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, à l'Académie des Beaux-Arts, et tous les à côté, tous les détails lors de ce séjour. J'ai vu la petite vidéo du gouverneur qui dansait devant le président de la République et le roi. À un certain niveau de responsabilité, il faut se retenir sur un certain nombre de choses. Pour la part du gouverneur, c'est vous qui l'évoquez, c'est de l'indignité. Il est gouverneur de la ville de Kinshasa, il ne pouvait pas danser et chanter. Il y a des gens, des musiciens, ceux qui sont de l'Académie des Beaux-Arts qui peuvent faire ce rôle-là devant les autorités. Ce n'est pas un gouverneur de le faire. C'est le côté bantou, c'est le côté chaleureux. Ce n'est pas lui, c'est un officiel. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, depuis les 15 millions d'habitants, le plus grand pays francophone au monde. On a vu le président de la République danser au Burundi, ça n'a pas dérangé. Vous n'êtes pas dans le même contexte. Vous n'êtes pas dans le même contexte. Je reviens à l'accueil. Nous sommes un pays hospitalier, etc. Mais je n'ai pas approuvé le fait de mobiliser les gens pour aller accueillir le roi. Parce que lorsque notre président se déplace en Belgique, là où je vis, on ne ferme pas les écoles, on ne mobilise pas des gens pour aller accueillir le président Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakeru. Même le roi lui-même ne s'attendait pas à ça. Et le président de la République qui a passé plus de 40 ans en Europe le sait. Donc j'ai trouvé un certain nombre de gens, j'ai vu le tweet des deux personnalités politiques et je comprends qu'il y a des gens qui sont des esclaves volontaires. Et donc la colonisation, c'est encore nous-mêmes dans nos têtes. Mais je reviens à la question du roi. Les réactions peuvent aller dans tous les sens. Il faut dire, et là encore c'est un problème de résolution des conflits, nous avons des différends avec la Belgique. Le président de la République voulait dire tout simplement que le bras de fer a assez duré, qu'il faut qu'il y ait un dialogue en d'autres termes. C'est pour ça que Tshisekedi a mis en place une commission mixte avec la Belgique. Et pour la première fois de l'histoire de la RDC, notre mémoire collective commence à rentrer. Le roi lui-même est venu avec quelque chose de symbolique. On a parlé d'un prêt illimité. Qu'est-ce que vous avez compris par le concept? J'aimerais y aller tout doucement. Donc,
vous avez votre stylo, moi je suis venu vous le voler, il n'y a pas de conditions pour que je vous le remette. Donc la Belgique se comporte en colon dans ces négociations-là. Et le président de la République doit revoir l'équipe qu'il a mise en place du côté congolais. Ce sont des gens complexés. Parce que, comment vous avez volé ce qui m'appartient et vous voulez me dire, non, est-ce que vous avez un endroit où on peut, je dois vous remettre vos objets d'art? Mais quand vous les avez volés, c'était où? On va d'abord les remettre là où ils étaient. Encore que nous avons déjà construit quelque chose. Ça nous appartient. Et il n'y a aucune condition que ceux qui nous l'ont volé puissent poser. Deuxièmement, vous savez qu'à Tervuren, dans le produit intérieur... Juste une petite parenthèse pour le premier point là. Oui. Il y en a qui disent, mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que les œuvres d'art, on va les manger? Nous, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Je réponds que c'est ça la mémoire collective. C'est ça notre civilisation. Chaque peuple a ses us et coutumes. Nous avons notre civilisation. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Et vous savez, le PIB de la Belgique, le musée de Tervuren fait rentrer énormément de millions d'argent. Donc, le président voulait dire tourner la page signifie regarder cette histoire en face. Et il a agi. Il met une commission pour qu'on puisse résoudre quel échéancier remettre les objets d'art. Deuxièmement, moi je pose une autre condition. Lorsque on a proclamé l'État indépendant du Katanga, la Belgique a été le seul pays au monde à reconnaître l'État du Katanga. Et la Belgique a pris énormément de minerais, notamment un stock important de cuivre, d'or, parce que tout se gardait là-bas et que se trouve en Europe, je crois, dans les coffres-forts de la Suisse. Donc nous devons poser le préalable aussi pour que nous puissions rentrer dans nos droits. En ce qui concerne les crimes qui ont été commis en RDC au moment de la colonisation, comme j'ai dit tantôt, je suis puriste de la langue française, il y a regret et pardon et excuse. Moi, je peux bousculer mon aîné, j'ai le regret, je suis désolé. Mais lorsqu'il s'agit de crimes, on demande pardon. Voilà, et c'est symbolique. Il n'y a pas eu pardon. Le roi n'a pas demandé pardon, il a exprimé des regrets. Or, en français, lorsque vous regardez crime, est-ce que c'est le regret qui sont correspondants? Non. Mais il faut saluer aussi le discours du roi qui a, dans le fond, vous avez senti qu'il a regardé son histoire en face et qu'il faut, il a salué d'ailleurs Dr Mukwege, c'est pour ça que j'ai appuyé mon aîné quand il a dit que la diplomatie du président est en train de payer parce que Kagame ne reconnaît pas Mukwege, le roi reconnaît Mukwege, le roi des Belges est un chef d'État. Alors, un autre élément qu'il faut réparer dans les relations belgo-congolaises, c'est qu'on enseigne en Belgique, je vis là-bas, qu'on enseigne la vraie histoire au système éducatif belge. On n'apprend pas à nos enfants. Je vis mon fils venir, papa, le roi Léopold II, c'est lui qui a construit les Congo. Point. Mais on ne dit pas aux enfants en Belgique mais qu'il a coupé les bras aux gens, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. Donc et on considère ça comme des dommages collatéraux. J'ai vu que la conscience a commencé à retourner parce que la communauté congolaise qui habite en Europe et principalement en Belgique s'est beaucoup mobilisée, la société civile, il y a une pression et qu'aujourd'hui on a même des élus congolais qui sont là-bas. Donc le système éducatif belge doit enseigner la vraie histoire. C'est aussi ça la réconciliation. Un dernier élément, la Belgique ne vient ici que pour la coopération technique, armée, mine. La Belgique a saboté nos produits agricoles. Ils vont dans des outre-mer, ils vont dans l'Amérique latine chercher les produits agricoles, alors qu'à 8 heures de vol ici, ils peuvent tout avoir. Donc, si nous voulons reprendre l'histoire, tourner la page signifie aussi faire une coopération agricole qu'il faut pour que nous puissions vendre nos produits en Belgique, qui est les jumelages, que l'on puisse échanger. INRA, c'est parmi les sociétés qui ont fait la stabilité de la RDC. Il faut y penser. Monsieur Kalima, si on regarde tout ce qui a été dit, est-ce que vous ne pensez pas que ça contredit un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, et bien que cette visite a finalement été sans pardon, sans promesse de réparation, ça n'aura été qu'une promenade de santé finalement? Moi je crois que nous ne pouvons pas nous en tenir au mot. L'essentiel, le roi est venu. C'est ça l'essentiel. Je suis en train de parler, mais c'est Christopher. Ne me tenez pas au mot. Laissez-moi développer mes idées. Allez-y. Le roi est venu. Et nous devons savoir que
dans la politique congolaise, vis-à-vis de la politique belge, il y a à boire et à manger. Il ne faudrait pas seulement condamner. Nous devons aussi reconnaître nos erreurs. Les erreurs de ceux qui ont pris ces pays lors de l'indépendance. Et avant de développer mon idée, laissez-moi d'abord m'appesantir sur les discours. Les discours du roi, aujourd'hui, c'est le même discours qu'a tenu le roi Baudouin en 1985, 25 ans après la prise du pouvoir de Mobutu. 62 ans après, apparemment c'est le même discours que le roi des Belges est venu tenir. Il a copié-collé. Donc il a tiré ça dans les tiroirs et il l'a amené. Mais ce qui est important, c'est la volonté politique des deux hommes d'État. Je le disais tantôt, il y a à boire et à manger. Vous êtes sans ignorer que quand les Belges partaient, $1 valait 2 aïeux. Donc vous n'allez pas condamner les Belges que ce sont eux qui ont tué ces pays. Ce sont les gens qui ont hérité du régime de l'indépendance qui ont commencé à détruire ce que les Belges ont laissé. Deuxièmement, il y a eu la question des aérianisations. C'est un conflit. Parce que beaucoup des hommes d'affaires belges ont perdu des millions. Ça, nous ne les connaissons pas. Ça, c'est du côté de la République démocratique du Congo. Mais du côté belge, tel que vous l'avez dit, quand bien même que c'était nos richesses, et ce n'était pas seulement une politique de la RDC, c'était une politique africaine par rapport à la colonisation. Ils ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire, mais maintenant, là, comme il est venu, nous devons maintenant regarder dans la même direction. Il faut qu'il y ait cette volonté politique par rapport à son discours. Le président Tshisekedi, par rapport à sa diplomatie, voudrait que, parce qu'on a toujours dit, un élève ne dépasse jamais son maître. La Belgique nous a colonisés, la Belgique connaît les secrets de ces pays, sur tous les plans politiques, financiers, et économiques et consorts. Alors, nous sommes un État, nous avons un président de la République, nous devons traiter d'égal à égal comme le disait Lumumba. Il ne faudrait pas que les rois des Belges nous amènent la politique et que le roi Baudouin avait tenu en 1985, 62 ans aujourd'hui, mais aujourd'hui, il fallait que son discours soit un discours concret. Différent de ceux qui avaient été tirés un discours où nous allons nous retrouver, parce que quand Mouzin a pris le pouvoir dans ces pays, la Belgique, à travers ses amis, avait appelé Mouzé pour aller négocier une enveloppe pour développer les Congo. Vous pouvez réagir à cette question que je vais poser directement à M. Évariste Kalala. Il se raconte juste que le fait que le roi des Belges soit venu en ce moment, la veille des élections de 2023, c'est pour donner un autre mandat à Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est possible que le pouvoir de Kinshasa continue de venir de l'extérieur, notamment de la Belgique, que Félix Tshisekedi a traité de capitale de l'Europe, quand l'Europe grande, la RDC, ça ne va pas et tout le reste? Non, mais je crois que c'est des supputations. Il y a moins d'accorder le moindre crédit à cela? Non, pas le Félix Tshisekedi sera élu ici parce qu'il est aimé par sa population. Il n'y a pas de crédit. Ce n'est pas le roi des Belges qui viendra donner à Tshisekedi le pouvoir parce qu'il ne l'a pas fait à son premier mandat. Ce sont les Congolais qui en étaient marre, disons, du pouvoir passé, et il a voulu donner le pouvoir à l'enfant d'un opposant qui a milité pendant 32 ans. Oui, et cela n'empêche aux Congolais de renouveler le mandat à Félix Tshisekedi en 2023. Oui, mais je voudrais terminer mon idée en disant que le roi des Belges devrait être concret. Il ne faudrait pas qu'il revienne dans ce qu'il avait fait avec Mouzé lors de la réunion des amis du Congo qui s'est tenue en Belgique en disant, parce que Mouzé avait demandé 1 milliard frais, mais la Belgique dit, nous allons vous donner 380 millions. Mais au finish, Mouzé a dit, ok, donnez-moi 380 millions. Au lieu de donner les 380 millions frais, ils ont commencé à nous emmener les machettes, les roues. C'est ce que nous ne voulons pas. S'ils vont nous donner cette fois-ci, que ça soit les liquides pour permettre au président de la République de développer les pays. L'actuel roi n'a accédé au pouvoir qu'en 2013, je crois. Oui. Ensuite, j'aimerais préciser quelque chose. Il faut, quand vous voulez être pris pour des adultes, il faut vous-même vous considérer en adulte.
Et je conçois très mal la façon dont nous envisageons nos relations avec les autres pays, où c'est toujours eux qui doivent faire en sorte que ça aille bien à l'interne ici au Congo. Je crois que la classe politique congolaise doit être un peu plus responsable et dès à présent commencer à poser des actes et à attendre des actes en retour. Puisque vous êtes UDPS, donc c'était une erreur, par exemple, de mobiliser pour l'arrivée Pas du tout. L'hospitalité, Nous sommes des Africains. l'hospitalité ne prendre tient la pas. culture des autres. Voilà, l'hospitalité ne tient pas compte de la culture de l'autre. Vous ne pouvez pas Parce dire que c'est chacun en accueille. Belgique et nous aussi, nous allons J'ai vu les Monsieur images. Timothée vit en S'il vous Belgique plaît. et à Kinshasa. J'ai il vu n'est pas les d'accord images. avec ça. J'ai vu les Mais il images. est libre, il est S'il vous indépendant plaît, de l'église. Monsieur Kalimasi, Oui, s'il vous allez-y. plaît. J'ai vu les images de l'accueil du président Félix Tshisekedi en Belgique. Il y avait un hélicoptère qui le suivait en permanence. Je crois que C'est un chacun. dispositif sécuritaire. Mais justement. Même quand le ça- président américain vient, on ne Mais mobilise pas non, le c'est peuple justement belge. pour vous dire qu'ici, il n'y avait pas d'hélicoptère. Non, c'est C'est pour le peuple montrer qui la faisait la nuance. sécurité. Justement, la nuance, ça veut dire l'accueil tient compte de la culture du peuple dans lequel Je ne vais pas vous condamner, venez. mais moi, Voilà. je ne sais pas. Et aussi, Mais on n'a pas mobilisé la population pour Erdogan, on n'a pas mobilisé la population. nous avons des relations particulières avec la Belgique. Nous avons une histoire commune. Ce territoire a fait partie du même État que la Belgique à un moment. Et nous avons même un présent commun. Parce que la Belgique, c'est le pays européen où il y a le plus de Congolais. Dernière qui prise de vivent parole. juste- Dernière prise de parole, on a fini Je l'émission. pense que il faudrait que nous puissions nous décomplexer par rapport à la Belgique. C'est très important. Mon frère venait de dire que nous devons être responsables, nous devons être adultes. Et si nous devenons adultes, il y a des comportements que nous ne devrons pas faire. Moi, je pense que c'est de l'irresponsabilité et c'est de l'indignité de se comporter comme nous l'avons fait. Le roi des Belges lui-même s'étonne. J'ai appris qu'il y a, je vous donne quelques exemples, il y a certains endroits que le roi doit aller visiter. On a peint des arbres parce que le roi doit passer par là. Voyez-vous, c'est un peu de l'indignité. On ne peut pas, Comme offrir un diamant à la reine. on ne peut pas continuer Comme à offrir se un diamant à la comporter. reine. Comme offrir un diamant On ne à peut la pas reine. continuer à prétendre être adulte et avoir un complexe devant le roi, comme on venait de le dire. Lorsque nous voulons traiter d'égal à égal, nous devons traiter le roi. D'abord, il faut savoir que c'est le roi, c'est pas lui qui décide. Donc, c'est une couronne protocolaire, tout le monde Merci. le sait. C'est vrai que En sur le plan 2010, la reine a eu un diplomatique, diamant ou un cadeau. sur le plan diplomatique, lorsque l'on reçoit une Merci. grande personnalité comme ça, c'est un miroir, c'est une stratégie pour une bonne communication. Et là, je pense qu'on a saisi une belle opportunité. Mais dans la concrétisation, dans la façon de faire, je prends juste un élément dans le discours du chef. Il dit qu'il y a dans l'histoire coloniale des moments De moments joie et de moments de glorieux. tristesse, oui. Je suis encore en train de chercher ces moments glorieux. Je ne les ai pas encore trouvés. Je pense que c'est des mots comme ça qui sont un tout petit peu dangereux. Moi, je trouve Merci, ça merci, pas merci. très bon pour un pays. Et je pense que Lumumba, dans sa tombe, il est en train Merci, de... monsieur Il n'en a Jess. pas- il n'en a Numbi. pas encore une. Merci, merci, Voilà, il n'a pas eu de ben, temps. Merci, là monsieur au ciel Jess où il Numbi, est en train merci. de gesticuler. Monsieur Timothée Soucha, monsieur Henri Kalimassi, monsieur Évariste Kalala, merci beaucoup d'avoir contribué à ces débats. Vous aussi à la maison, vous avez suivi ces débats. Vous pouvez le poursuivre sur Internet, sur nos chaînes YouTube, Balamboka Congo, ici sur Télé 50, et même Twitter, Facebook, Instagram, partout. Envoyez-nous vos messages sur le numéro sur la bande passante. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a contribué à cette émission, à ce numéro de Ça fait débat. On se retrouve très prochainement. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.